j'espère que le film vous a plu, qu'il vous a intéressé. Je vais présenter nos intervenants et intervenantes de ce soir. Donc, à ma gauche, est Martin Riosec-Fournier, qui est président de la Fondation Santé Environnement de la Mutuelle Familiale et qui est aussi cofondateur de la campagne Secret Toxique, qui était le premier directeur de campagne. Ensuite, nous avons Perrine Hervé-Gruyer, bonsoir, qui est fondatrice de la ferme Permacole du Bec et Loin, donc en Normandie avec son mari Charles, une ferme de 20 hectares, et donc qui produit en permaculture sur 1000 mètres carrés. En tout cas, c'était dans une interview que j'ai vue il n'y a pas longtemps, un petit peu plus maintenant, mais qui ne fait pas que produire qui ne fait pas que produire en permaculture, qui forme aussi les gens à produire en permaculture. Et vous êtes autrice avec votre mari de plusieurs livres. Dont un, le plus récent, je crois, s'appelle Vivre avec la terre, manuel des jardiniers maraîchers, qui est paru en 2019. Et un autre livre un peu moins récent, qui s'appelle Permaculture, guérir la terre, nourrir les hommes, qui est paru en 2015. Et donc, à côté de vous, nous avons Jean-Paul Jaude et Béatrice Jaude, qui travaillent en tandem sur la réalisation de documentaires. Donc Béatrice, vous êtes productrice et Jean-Paul, vous êtes réalisateur. De documentaires sur le thème de la pollution chimique, du nucléaire, mais aussi de comment se passait tout ça avec le bio, avec l'énergie renouvelable, et qui parle qui fait souvent référence à l'intérêt de ces questions-là pour les générations futures. Parmi vos films, en 2008, il y a eu Nos enfants nous accuseront. En 2012, Tous cobayes et Libre, qui est sorti donc en 2015. Il en manque un. Il en manque un qui est très important, c'est Severn Colli-Suzuki, qu'on peut considérer comme la maman spirituelle de la petite suédoise Greta. Voilà. Je ne sais pas si vous savez qui est Severn Colli-Suzuki. C'est le deuxième film. Rio 90, vous savez que c'était le premier sommet de la Terre à Rio. Et bien sûr, il y a quelques chefs d'État qui sont venus, très peu. Je crois qu'il y en a très peu. Mais il y a une petite fille qui a voulu prendre la parole, qui est une petite Canadienne de Vancouver et qui a décidé, avec une petite association d'enfants âgés entre 8 et 10 ans, de venir parler à Rio en 90. Elles ont dit à leurs parents, on veut aller parler à Rio. Parce que déjà, elles avaient pris conscience qu'il fallait faire réagir et faire quelque chose. La petite Severn Colli-Suzuki a dit une phrase terrible dans son discours, en s'adressant aux familles, aux parents, aux adultes. Ce que vous faites me fait pleurer la nuit. Et c'est à partir de cette phrase qu'on a décidé avec Béatrice de la retrouver à Vancouver et de faire un film avec elle. Voilà, je veux dire, qui était Severn Colli-Suzuki, qui est un personnage merveilleux. Merci pour ces précisions. Donc une filmographie très riche et des films qui sont effectivement à voir sur ces questions-là, qui vous renseignent très très bien. Je vais commencer un petit peu cette table ronde. Déjà, merci d'avoir accepté de participer à cet événement. Et je vais commencer un petit peu par prendre vos réactions à chaud suite au visionnage du film. Alors, je ne sais pas si quelqu'un veut commencer. Martin, peut-être tu veux... En premier, je suis très très heureux d'être là avec vous. J'ai l'impression de retrouver un peu des gens de ma famille d'engagement d'une certaine manière, parce que Jean-Paul Jaude et Béatrice Jaude, c'était en 2009 que je les ai rencontrés, suite à un appel de la jeunesse où on avait perdu un collègue d'un cancer dans une école d'ostéopathie où j'étais. Donc on a vu aussi pendant le reportage le siège de l'EFSA en vidéo. L'EFSA, c'est en Italie, c'est basé à Parme. Et en 2010, j'avais représenté la jeunesse française à Parme pour une réunion de l'Organisation mondiale de la santé. Et il y a quelque chose qui n'est pas nommé dans le film, mais c'est qu'en fait, il y a quand même beaucoup de, je lâche le mot, de corruption, de collusion. Moi, c'est le représentant pour l'OMS qui a proposé à l'ensemble des délégations de la région Europe de l'OMS, à tous les jeunes, de bénéficier d'argent de l'industrie chimique européenne pour structurer un réseau de jeunes sur la santé environnement.
Voilà, donc quand je pense à l'EFSA, quand je pense à Parme, je pense aux liasses de billets en liquide que l'OMS nous a mis dans les poches pour aller à l'opéra à Parme. C'est vrai ce que je vous dis, hein. Alors que dans la déclaration de Parme, la nuit qui a précédé le fait qu'elle soit signée par tous les ministres de la région Europe de l'OMS, dont Roselyne Bachelot à l'époque, ils ont rayé tout ce qui était le constat, l'augmentation du nombre d'enfants touchés par le cancer, etc. Ils ont tout rayé. Voilà, donc je suis content de revoir François Veyrette, Seralini à l'écran, et puis surtout plein de gratitude que vous soyez là, que Andy il ait pris ma suite, parce que c'était qu'une idée au printemps 2020, cette campagne Secret Toxique. Alors voilà, d'être là, ça me fait très plaisir, et j'espère que ce n'est qu'un début. Je pense vraiment que c'est qu'un début. Alors moi j'ai trouvé que ce film est assez incroyable parce que il synthétise énormément d'informations que le public n'a pas souvent. En tant qu'agriculteur, nous, on sait ce qu'il en est de la réalité de l'utilisation des pesticides, parce que même si on est en bio, même si on a des pratiques complètement différentes, on a toujours vent de machin qui a eu un cancer parce que ceci, parce que cela, parce que telle catastrophe. Les directeurs de chambres d'agriculture chez nous en Normandie, ils disent d'eux-mêmes qu'ils sont assis sur une bombe. La bombe, c'est quoi? C'est le dossier santé. C'est-à-dire qu'ils savent très bien que dans les années à venir, ils avaient très peur de ces procès-là, ils savent très bien que dans les années à venir, il va y avoir de plus en plus de procès ou de reconnaissance de cancer comme maladie professionnelle du fait des pesticides. Et du coup, ça veut dire derrière faillite de nombre d'institutions, faillite de la MSA, faillite des mutuelles, faillite au niveau sécurité sociale, pour nous c'est la MSA. Hein. Et donc, cette espèce de drame qui se joue un peu dans un entre-soi agricole d'habitude. Ici, il est hyper bien décrit, et il est décrit avec des informations scientifiques que nous, justement, dans le milieu agricole, on n'a pas. En fait, moi, pour avoir parlé avec Gilles-Éric Seralini, je connaissais l'histoire des composants actifs et puis des autres petites choses qu'on glissait dans les bidons et qui étaient tout aussi nocives, sinon plus. Mais l'agriculteur, moi, mon voisin, qui met son produit dans son pulvé, il n'est absolument pas conscient de ça. Ils savent aujourd'hui qu'il y a un vrai danger à utiliser, donc ils le font bien maintenant. Aujourd'hui, ils font plus ça à main nue, sans les masques, sans les lunettes, etc. Ils se protègent, ils ont les combis, etc. Mais jusqu'où ils se mettent en danger, ils ne le savent pas, ou en tout cas s'ils en sont conscients. De toute façon, dans nos métiers, on est tellement toujours sur le fil du rasoir au niveau économique qu'il n'y a pas le choix. Et pour eux, aujourd'hui, avancer, c'est avancer comme ça. Et Benoît Biteau le disait bien dans le film, il y a vraiment une prise de conscience au niveau de l'agroécologie qui peut se faire, cette espèce de switch-là, il est possible. Techniquement, aujourd'hui, on sait cultiver sans pesticides, sans glyphosate. Simplement, on n'arrive pas à enclencher la dynamique pour tout un tas de raisons. Souvent, les raisons, elles sont psychologiques. Vous savez, dans le milieu rural, on s'épie beaucoup, on se regarde beaucoup. Donc, si le voisin commence à se mettre au bio, à se passer du glypho, pour les accros au glypho, justement, c'est très, très compliqué. Et donc, ils vont mettre une pression très forte sur l'autre pour rentrer dans le groupe, pour rentrer dans la normalité. Donc, il y a cette pression sociale, cette pression du groupe. Il y a une pression économique forte, hein, je vous l'ai dit. Hein. Dans nos métiers, on est toujours sur le fil du rasoir. Et il ne faut pas croire, mais la transition vers l'agroécologie ou la bio, ou des pratiques beaucoup plus gentilles pour l'environnement, eh ben, ça nécessite une prise de risque énorme. Et quand vous êtes à 50 ans passés, pas loin de la fin de carrière, plus de la moitié de nos agriculteurs vont partir à la retraite d'ici 5 ans. Hein. Moi, je me souviens, il y a 10 ans, on disait ça. On disait dans 10 ans, il y a plus de la moitié qui va partir à la retraite. On est à 5 ans maintenant. Il n'y a pas de renouvellement des générations. Hein. Et donc, ils sont toujours sur le fil du rasoir, endettés jusqu'au cou. Et ils se disent, mais comment je fais ce switch? Comment j'assure ces 3 années où, bien sûr, du jour au lendemain, ma terre qui était sous perfusion constante, je vais lui enlever les pesticides, je vais lui enlever les engrais de synthèse, je vais lui enlever les herbicides. Forcément, je vais moins produire. C'est logique. Il va falloir que la terre, elle se remette au boulot. Il va falloir que les vers de terre se remettent au boulot. Et pendant ces 3 années-là, clairement, on va produire moins. Et de toute façon, c'est vrai, on produit moins à l'hectare en bio que quand on gave son sol de tout un tas de produits. Donc cette bascule-là, aujourd'hui, elle est absolument terrifiante. Et avec la fatigue du métier, la fatigue des années, ils ont de plus en plus de mal à y aller et à se dire qu'ils vont faire cette transition. Donc vous voyez, les freins, ils sont à la fois socio-psychologiques et techniques. Et je pense qu'aujourd'hui, les agriculteurs ne feront pas le pas. Ils ne vont pas faire le saut d'eux-mêmes. Il faut les aider. Et les aider comment ?
en mettant en place des politiques publiques, ça a été beaucoup dit, en faisant en sorte que les consommateurs soient des consommateurs. On a pas mal parlé des systèmes AMAP dans le film, mais malheureusement, depuis le Covid et notamment depuis le premier confinement, ça a vraiment perdu de la vitesse et paradoxalement, il y a de moins en moins de consommation de produits bio, il y a de moins en moins de surfaces agricoles utiles en bio. C'est absolument paradoxal, mais c'est notre triste réalité au quotidien. Donc il y a vraiment une espèce de paradoxe. On est de plus en plus conscients tous collectivement de la problématique du dérèglement climatique, et pour autant, en termes de consommation, ça ne se réalise pas dans le panier de la ménagère, comme on dit. Alors pour acheter le dernier iPhone, ça, il y a du monde, il n'y a pas de problème. Mais vous voyez, on arrive à un paradoxe, et je trouve que le film le décrit bien, où on est à un tournant où le changement, il doit être drastique ou pas. Et c'est un peu ça, moi, le constat que je faisais. Et la réalité de mon quotidien, elle est très bien expliquée là. Alors moi, je voudrais rebondir sur ce que Jean-Paul a dit tout à l'heure et parler de Severn Kulisuki. Mais je voudrais parler de son père, qui était un grand environnementaliste. Et pour dire que ce combat qu'on est en train de mener aujourd'hui en 2022, mon Dieu, ça fait tellement d'années que ça dure. Et son père disait à Severn, qui nous l'a confié, il faudra répéter et répéter et répéter. Et j'ai l'impression là d'entendre encore et encore les mêmes personnes répéter et répéter et nous réveiller parce qu'on n'a pas plus de temps à perdre. Parce que c'est ici et maintenant qu'il faut qu'on se mette tous au travail avec ce qu'on sait faire, avec ce que vous pouvez faire. Vous avez chacun de vous, dans vos mains, la possibilité de faire quelque chose. C'est un problème toxique et c'est aussi un problème d'impact sur le réchauffement climatique. Je vous engage vraiment à vous mettre, si ce n'est pas déjà fait, au travail. Et si vous le faites déjà, alors d'appuyer sur l'accélérateur, parce qu'on est dans l'urgence. Merci pour vos réactions. Je vais passer la parole à Martin, comme tu es là en tant que justement du président de la Fondation Santé Environnement de la Mutuelle Familiale, qui est un des partenaires de la campagne. Pour parler, on a donc décrit dans ce film la sous-évaluation chronique de la toxicité des pesticides. Donc, si on a pensé à toi aussi comme intervenant, c'est justement pour parler des conséquences de cette sous-évaluation sur la santé des gens qui y sont exposés, donc c'est-à-dire en première ligne les agriculteurs, les agricultrices, parce que c'est ceux qui sont les plus exposés à ces produits, les travailleurs agricoles, et puis in fine les riverains, et à la fin ça se retrouve effectivement dans nos assiettes sous forme de résidus, avec des conséquences donc sur la santé, j'imagine. Alors, en fait, j'ai plusieurs casquettes d'une certaine manière. Il y a une fondation qui a aidé le film, mais c'est une fondation qui est liée à une mutuelle. Et au sein de la mutuelle, on peut davantage prendre la parole pour avoir une forme de plaidoyer. Donc c'est plutôt en tant que responsable de la mutuelle familiale que je vais là prendre position. La fondation, c'est un peu institutionnel. Mais ce que je voulais dire, c'est que effectivement, ce qui est extrêmement compliqué avec ces polluants, avec les pesticides, c'est que on les voit pas, ça a pas de goût, ça a pas d'odeur, et ça a pas d'effet immédiat d'une certaine manière, sauf si on inhale d'un coup comme ça une cuve Paul François. Voilà. Mais pour des gens comme vous et moi, on va respirer des pesticides sans s'en rendre compte, et les effets sont différés dans le temps. Pour autant, les impacts sont majeurs, notamment en France. Chaque année, il y a 500 enfants qui meurent de cancer. Depuis 40 ans, ça ne fait qu'augmenter. À titre d'exemple, à côté de Nantes, il y a une école où malheureusement, il y a 25 enfants qui ont été atteints de cancer depuis 2015 et 7 qui en sont décédés. Et en fait, les pesticides, le film le montre un petit peu, ne vont pas générer qu'une seule pathologie. Ils s'attaquent en fait au système nerveux et hormonal et peuvent avoir des conséquences variées, notamment chez les enfants. De 2003 à 2019, on voit une augmentation de 42% des maladies cardiovasculaires et 66% du diabète. Avant-hier, dans le journal Le Parisien, il y avait des parents qui témoignaient du décès de leur fille qui, à 12 ans, est morte d'une
tumeur très agressive au niveau de la poitrine. Et en fait, pendant 4 mois, il y a eu un non-diagnostic parce que c'était inhabituel que des enfants si jeunes puissent être atteints de ce type de pathologie. Alors ça, c'était pour parler des enfants, mais en fait, de manière générale, il y a une augmentation très importante des maladies chroniques, des affections longue durée qui mettent en danger la sécurité sociale. Et nous, on le voit bien aussi dans la mutuelle dans laquelle je suis, à quel point ce coût des maladies chroniques n'est pas du tout dû qu'au vieillissement. Parce que si c'était que le vieillissement qui pouvait expliquer ça, on n'aurait pas cette explosion aussi des maladies chez les enfants et chez les adolescents. Donc, au sein de la mutuelle familiale, on met un accent très fort sur la prévention. C'est pour ça qu'on a soutenu ce film. Et puis, on a fait un baromètre cette année, un grand sondage sur quelles étaient les relations des Français avec le sujet de la santé-environnement. Et donc, c'est assez intéressant, en fait, parce que quand on pose la question aux Français, alors j'ai pas le nombre précis, mais c'est de l'ordre de 5 000 ou 10 000 personnes qui ont été sondées, et qu'on leur demande comment faire pour diminuer l'impact négatif de l'environnement sur la santé, eh ben, la première solution qui est mise en avant, c'est la question en fait, de la réglementation des entreprises. Et la deuxième solution, c'est qu'il faut renforcer le contrôle de l'application des mesures. Donc c'est vraiment ce que fait Secret Toxique. En troisième position, il y a le fait d'inciter les industriels à des bonnes pratiques. Et en quatrième solution, le fait d'inciter les citoyens à être plus responsables en leur permettant d'avoir un accès à des informations de qualité sur le danger des produits. Mais je trouve que c'est intéressant en termes de gradation parce qu'en fait, ça met le curseur au bon endroit. La solution, structurellement, elle passe par vraiment un encadrement très sérieux de ces pollueurs. Et bien sûr aussi que chacun à son niveau fasse sa part, mais ça n'est pas du tout qu'une question de comportement individuel. Il y a vraiment un système qui est structurellement à réorganiser. Et voilà, en quelques mots. Merci Martin. Et c'est vrai que c'est intéressant ce que tu viens de dire sur le lien avec les institutions de contrôle et le renforcement des institutions de contrôle, parce qu'il y a quelque chose auquel on est confronté un petit peu au quotidien avec cette campagne, c'est au fait d'une forme de réaction de déni en fait. Quand on vient expliquer aux gens que effectivement il y a des tests qui sont faits, alors beaucoup ont un petit peu un doute que quelque chose ne tourne pas rond, etc. Mais quand on montre à quel point en fait la science qui est produite sur la toxicité de ces produits-là ne respecte pas des critères qui sont assez basiques, en fait souvent c'est difficile d'y croire et il faut un petit peu répéter le message, il faut le montrer, et en tout cas c'est bien de savoir que c'est par là en tout cas que la population voit qu'il faut aborder le problème. Je vais passer la parole à Perrine pour prendre un petit peu la suite sur cette question, parce qu'il y a donc la question des affections longue durée donc, qui sont impliquées par l'exposition à ces produits et que tu viens un petit peu de décrire. Et donc une manière de se protéger des effets de ces produits, c'est évidemment de ne pas les consommer et donc d'éviter la nourriture sur laquelle on en a mis. Et ça, comme on l'a un petit peu abordé dans le film, il y a tout un mécanisme à changer. C'est vraiment un système à changer en profondeur, à la fois au niveau de la production, de la consommation, des réseaux de distribution, etc. Il s'agit de produire sans pesticides, il s'agit de généraliser l'agriculture bio, et il s'agit aussi de rendre ces produits accessibles économiquement pour la population. C'est tout un ensemble de problèmes. Et donc Perrine, je me doute bien que vous n'avez pas la solution clé en main là tout de suite pour généraliser ce type d'agriculture que vous pratiquez du coup à la ferme du Bec et Loing, et que vous incitez à pratiquer et que vous permettez de répandre, et que vous le faites non seulement en le pensant de façon théorique, mais en ayant les mains dans, on pourrait dire les mains dans le cambouis, mais il faudrait plutôt dire les mains dans la terre. Donc vous avez à la fois cette pensée généralisante et en plus du coup une pratique quotidienne de ce que vous prêchez. Donc à votre avis, quelles sont un peu selon vous les pistes pour généraliser cette agriculture, pour maîtriser ces pollutions chimiques et à terme en fait finalement les éradiquer? Alors la difficulté aujourd'hui, c'est qu'on est face à plusieurs défis. Il y a le défi du dérèglement climatique,
il y a le défi des pesticides, des terres polluées, etc., des sols qu'on a exténués littéralement avec les mauvaises pratiques. Mais finalement, tout ça se rejoint. Parce que si on regarde bien, dans les bonnes pratiques dictées, entre guillemets, par l'agroécologie, on va trouver des moyens de remédiation à la fois à la pollution des sols, à la pollution des eaux, et une façon de produire sainement. Et une agriculture, remettre en phase les agriculteurs avec une agriculture vivrière, parce que là aussi c'est une problématique sur laquelle on pourrait s'étendre, c'est que depuis des décennies finalement les agriculteurs produisent quelque chose, une matière première agricole qui n'est pas du tout destinée à atterrir dans nos assiettes. Nous en Normandie, alors j'ai les chiffres de l'ancienne Normandie, de la haute Normandie, avant qu'on ne fusionne les deux Normandies, mais en ancienne haute Normandie, 80% de la production de céréales, donc soyons concrets, de blé, partait chaque année via le port de Rouen, le port du Havre, à l'export pour aller nourrir du bétail qui, aux États-Unis, qui en Argentine, un circuit absolument incroyable, effarant. Cette farine-là n'était pas du tout destinée à aller faire du pain ou des pâtes chez nous en France et certainement pas en Normandie. Donc il y a déjà un système qui ne fonctionne pas à ce niveau-là. Si on reprend les bases de l'agronomie, comme le disait Benoît Biteau, si on reprend les bases du bon sens, même de la commercialisation, c'est-à-dire que ce qui doit atterrir dans nos assiettes, c'est ce qui a été produit au plus près. Eh bien déjà là, on arrive dans une logique agroécologique, une logique écosystémique. On regarde les écosystèmes à l'état naturel, ça produit de la biomasse, ça produit de la nourriture, et c'est à nous d'importer ce bon sens et cette logique écosystémique dans nos fermes, en fait. Pourquoi aller produire du blé pour boursicoter et aller le vendre à des milliers de kilomètres à l'autre bout du monde, Si déjà on arrivait à produire un blé panifiable en allant rechercher des variétés anciennes qui, elles, ne nécessitent ni azote, ni potasse, ni pesticides ou herbicides, parce que les herbicides, on sait pourquoi ils ont été installés, ou pourquoi ils ont été beaucoup utilisés. C'est parce qu'on a raccourci petit à petit les tiges des blés. Les blés anciens, c'était des blés très très hauts, qui avaient tendance à verser d'ailleurs. Et qu'est-ce qui les empêchait de verser pour qu'on puisse les récolter et les moissonner assez facilement? C'était justement les fameuses mauvaises herbes qui poussaient à leurs pieds et qui assuraient une biodiversité au niveau du sol, le travail des différents systèmes racinaires, qui assuraient une population d'insectes très variée. Et on sait très bien que dans un écosystème très riche, plus vous avez d'insectes, moins vous avez de dégâts, paradoxalement. Ça devrait être ça aussi dans une société. Plus on a de diversité, plus ça s'équilibre. Dans un écosystème à l'état naturel, c'est comme ça que ça fonctionne. Or aujourd'hui, dans les systèmes d'agro-industrie qu'on a mis en place, on est dans de la monoculture. Donc forcément, en monoculture, on attire toutes les maladies, on attire tous les ravageurs. Dans des systèmes hyper diversifiés qui imitent la nature, avec toute la diversité, toute la complémentarité des végétaux entre eux, je ne vais pas vous dire que les maladies ou les ravageurs, on ne les a pas. Ils existent de façon naturelle dans l'écosystème. Donc c'est pas la peine de s'exciter avec des pchit-pchit, des herbicides, des pesticides, des antifongiques, tout ce qu'on veut. Tout existe à l'état naturel. Un écosystème, vous allez l'équilibrer en apportant énormément de diversité. Et vous allez installer la prédation des prédateurs. C'est comme ça que ça s'équilibre. Ça sert à rien de balancer des produits. On aura toujours les mêmes problématiques. Autant penser différemment, penser à l'image des écosystèmes, et encore une fois, produire la nourriture vivrière dans nos fermes, de la façon dont la nature a pensé les choses. Et ça, on sait faire techniquement. Il n'y a rien de complexe à ça. Enfin, si, c'est technique. Parce qu'on passe à une agriculture de la connaissance versus une agriculture un petit peu technicisée, industrialisée, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un petit peu ça. Entre un homme sur son tracteur, souvent ce sont des hommes, vous m'excuserez, mais qui suit que son GPS, et quelqu'un qui est tout le temps dans ses champs en train de regarder la petite coccinelle, la petite mauvaise herbe, comme on dit, là, qui pousse là, mais qui a un rôle à jouer dans le sol, on ne parle pas du tout du même type de métier. Et c'est ce type de métier qu'il faut aller rechercher, cette agriculture de la connaissance. Alors ça prend des années. Et c'est pour ça, c'est des années à apprendre et à maîtriser. Et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à faire ce fameux switch dont je parlais tout à l'heure. Entre quelqu'un qui est sur son tracteur, qui suit son GPS, qui regarde les annonces de la Chambre d'agriculture, qui dit « Oh, aujourd'hui, pas de vent, bonne météo pour pouvoir pulvériser, allez-y à donf ». Et nous, qui mettons des années pour observer l'écosystème, analyser, réagir ou ne pas réagir en fonction de ce qui se passe, vous voyez, c'est pas le même pas de temps. Donc, les résultats sont pas les mêmes. Mais dans le type d'agriculture
écosystémiques qu'on essaye de mettre en place. L'avantage, c'est qu'on crée des systèmes qui sont résilients au fur et à mesure des années. C'est-à-dire que la courbe de progression de nos systèmes, c'est ça. Lentement, mais sûrement. L'agro-industrie, l'agriculture industrielle, telle qu'on l'a mise en place depuis l'après-guerre, c'est je fais une bonne année climatique, ça va. Mauvaise année climatique, ça va plus. Bonne année boursière, ça va. Mauvaise année boursière, et c'est en dents de scie comme ça. Et la pérennité et la résilience de ces systèmes-là, elles n'existent pas en réalité. Et comme on n'a plus de normalité avec le dérèglement climatique, on n'a plus aucune bonne année climatique. On a toujours des aléas. Vous avez qu'à remarquer, depuis à peu près 7 ans, là, sur le terrain, on n'a plus jamais une année normale. Dans nos métiers, on assume le fait de travailler avec la nature, de travailler avec la météo, c'est normal. On a toujours eu des orages par-ci, des averses de grêle par-là. Mais là, c'est tout le temps. C'est-à-dire que chaque année, vous avez un lot d'inondations, un lot de sécheresse, un lot de ceci et cela. Donc des années normales, il n'y en a plus. Donc ces systèmes qui faisaient les dents de scie, où les bonnes années, on gagnait beaucoup d'argent, et puis ça permettait d'assurer pour les années où qui seraient mauvaises, il va pas être résilient, il va pas continuer à exister. Donc on va tous être obligés petit à petit d'aller vers des systèmes résilients qui vont augmenter la diversité, qui vont augmenter la captation en eau, qui vont augmenter le stockage de carbone, augmenter le revenu de l'agriculteur, augmenter la richesse des sols, etc., etc. Simplement, aujourd'hui, il faut effectuer cette espèce de switch, cette balance, et il va falloir aider avec des politiques publiques fortes. Cette transition dont je parlais tout à l'heure, que les agriculteurs hésitent à faire parce qu'elle est dangereuse économiquement, parce qu'ils ne savent pas comment les sols vont réagir, parce qu'ils ne sont pas sûrs de produire suffisamment. Et soyons très clairs, ils ne sont pas sûrs à la fin du mois de rembourser les emprunts sous lesquels ils sont littéralement ensevelis. C'est compliqué pour eux de changer. Donc il n'y a que des politiques publiques fortes, des aides à cette fameuse transition qui vont faire en sorte qu'on va pouvoir y aller massivement. Mais là, il faut y aller fort et il faut y aller presque brutalement. Sinon, on est parti pour des systèmes qui ne vont pas du tout pouvoir se pérenniser, malheureusement. C'est-à-dire qu'on peut même ajouter qu'il y a eu... il y a ce qu'on appelle la politique agricole commune, qui détermine énormément les politiques agricoles en France et en Europe, et qui en fait définissent une orientation politique. C'est voté tous les 6 ans, il me semble. 7. C'est tous les 7 ans. Et en fait, la proportion de subventions à l'agriculture agrochimique par rapport à l'agriculture donc biologique ou à la permaculture, elle est très 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 en faveur de l'agriculture conventionnelle. Donc à un moment donné, ça tient aussi à ce genre de choix, à ce genre de bifurcation dont vous parlez. Oui, ça fait des années que les uns et les autres militent pour un verdissement de la PAC, comme on le dit, mais ça n'est pas suffisamment puissant. Contre la puissance des lobbies de l'autre agriculture qui sont à Bruxelles. Nous, on est des petits joueurs dans cette histoire. Donc c'est très difficile de faire avancer, de faire progresser cette PAC dans le bon sens. Ça vient petit à petit, mais c'est tellement trop lent, comme le disait Olivier de Scutter, c'est trop lent tous ces mécanismes, on n'a plus le temps d'attendre, il faut quelque chose de beaucoup plus péchu. Et moi, à l'annonce du nouveau gouvernement d'Emmanuel Macron, là, je me disais, bon, il avait promis que, soi-disant, on aurait un Premier ministre qui mettrait l'écologie sur la première marche du podium. Quand on voit qui est nommé à l'agriculture, qui est nommé à la transition écologique et qui est nommé Premier ministre, on voit aucune trace de véritablement prise en considération de toutes ces problématiques-là. Et or, à un moment donné, il va falloir taper fort, il va falloir être un peu plus réaliste que ça. Mais aujourd'hui, on préfère mettre toutes les autres problématiques avant. Sauf que ces problématiques que l'on voit aujourd'hui, c'est des problématiques de court terme, et les problématiques de moyen et long terme, bientôt, elles vont nous retomber dessus. Ça fait des années qu'on le dit, mais elles vont être là. On va finir les tours de parole. Il y aura un temps de questions pour la salle à la suite. Je peux intervenir. Allez-y. Oui. Je pense que n'ont pas été dans ton fil d'énoncer les vrais coupables. Les vrais coupables, on les connaît. Tu viens de l'évoquer un peu là, à l'instant. Pourquoi j'ai pris ce titre de film, Nos enfants nous accuseront, d'après vous? J'ai fait ce film parce que tous les jours, à l'heure du déjeuner, dans toutes les écoles françaises, la France empoisonne sciemment ses petits. Sciemment ses petits. Qu'est-ce qu'on leur donne à manger aux enfants dans les écoles?
qu'est-ce qu'on leur donne? Du poison. On leur donne du poison. Et ça, c'est inadmissible. Et qu'est-ce qui peut stopper ça? C'est nous. C'est nous. Et comment? En votant pour des gens, pour des élus, enfin nos élus, pour des politiques, paraît-il, qui sont responsables, s'ils arrivent à faire ce qu'ils nous écoutent, ce qu'on va voter pour eux, on va voter d'une certaine façon, s'ils votent pour nous, d'après ce qu'on leur demande, ça arrêtera peut-être. Mais aujourd'hui, la France, moi j'ai honte. J'ai honte qu'un pays comme la France, qui est riche, qui a un des plus beaux pays, des plus belles richesses sur la planète. Les sols dans notre pays sont formidables. On a tout pour que cette agriculture soit formidable. Et qu'est-ce qu'on fait? On la tue. Voilà. Alors, quand j'ai fait ce film, je voulais donner aussi la parole à ceux qui nourrissent les enfants dans les écoles, c'est-à-dire les industriels qui déchargent dans des semi-remorques la bouffe pour les petits. Alors, j'ai essayé d'interviewer des responsables. Et j'ai réussi à en interviewer un. Et il m'a dit, oui, monsieur Jaude, je veux bien vous recevoir et parler avec vous, mais ne prenez pas de caméra. Non, je viendrai pas, juste pour échanger avec vous. Et au bout, on a eu un grand discours. Enfin, je lui ai expliqué, il a commencé à me comprendre. Et à la fin, au bout d'une demi-heure de discussion, dans son bureau, dans une grande société, je peux vous le dire, et il a commencé à flancher et à craquer. Et pourquoi il a craqué? Il a craqué parce qu'il avait une petite fille. Il m'a dit, monsieur Jaude, je dois vous dire une chose, ma petite fille qui a 8 ans finit sa 2e chimio. Et pourquoi sa 2e chimio? Je lui ai demandé. Ben, sans doute parce qu'elle est mal nourrie. Voilà. Et ce monsieur, c'est terrible, parce que la cause de tout ça, c'est quoi? C'est le fric. C'est le fric, c'est l'abondance du fric. Et pourquoi il a fait ça? Il le sait très bien qu'il empoisonne sa petite fille. Et comme il empoisonne des milliers de petites filles en France et des milliers de petits garçons, eh bien, il avait les larmes aux yeux quand il a fini, notre entretien. Voilà. Donc ça, c'est pas acceptable. On ne peut pas l'accepter. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai dit, nos enfants nous accuseront. Et moi, j'ai honte, et ce sont ces gens-là qui, tous les jours, sciemment, ils le savent tous, qu'on a vus, qui se sont montrés ces jours-ci, aujourd'hui ou hier, je ne sais plus, ils le savent sciemment, qu'ils empoisonnent tous les petits Français et les petites Françaises. Je vais continuer avec vous et puis à vous donner la parole concernant justement, on a parlé des effets sur la santé, on a parlé de la transformation du modèle agricole. Il y a quelque chose qui est revenu beaucoup ces dernières années à la faveur du mouvement, notamment des marches pour le climat, de la manière dont l'écologie a un petit peu pris une place un peu plus centrale dans le débat public, en tout cas moins périphérique, on peut dire qu'elle pouvait l'être il y a plusieurs années. Et il y a des thèmes qui sont revenus, il y a une thématique, en tout cas une problématique militante qui est revenue régulièrement, c'est celle du rôle de l'hégémonie culturelle, en fait, de l'idée qu'il est pris généralement pour acquis qu'un modèle de société basé sur le pétrole, que ce soit par rapport aux questions de climat ou aux questions d'agriculture, soit perçu comme allant de soi, et donc de la nécessité de créer un contre-récit en fait à ce modèle dominant. Certains ont même employé le terme de bataille culturelle. Et donc, vous prenez une part très concrète en fait, parce que avec les documentaires que vous produisez, justement, vous contribuez à produire ce contre-esprit, à inspirer d'autres gens. Et donc, j'aurais voulu vous interroger sur quel était pour vous un petit peu l'impact des documentaires que vous avez pu mesurer, éventuellement aussi les limites que vous avez pu rencontrer. À quel moment est-ce que c'est aux gens de prendre le relais par rapport à ce que vous leur montrez, et comment est-ce que vous percevez un petit peu votre action à l'intérieur de cet univers militant? Oui. Comment te dire ça? Oui. Souvent dans les débats, il y avait des agriculteurs, bien sûr, qui venaient pour assister à la projection du film. Enfin, ils venaient d'abord à la projection et après il y avait des débats. Et combien de fois
Par exemple, Nos enfants nous accuseront. Le film suivant, qui est sorti 2 ans après, c'est Severn, la voix de nos enfants. Combien des agriculteurs sont revenus et ils prenaient la parole en me disant, Monsieur Jaude, merci, on a décidé de changer. À la suite de Nos enfants nous accuseront, on a décidé de changer. Voilà. Et ça, c'est très important. C'est très important, parce que les gens étaient très sensibles. Et ce film, Nos enfants nous accuseront, on l'évoque souvent avec Béatrice. Une des premières grandes projections qu'il y a eu, c'était à Guingamp, où quand je suis arrivé pour le débat, les gens ils faisaient la queue dans l'entrée de Guingamp pratiquement, et la salle était blindée complètement. Et alors, j'ai dit, mais comment ça se fait qu'il y a autant de monde? Et alors, on m'a dit, oui, mais on n'a jamais vu autant de monde, effectivement, au cinéma. Ils m'ont dit, c'est la première fois, quand il y avait autant de monde, c'était pour le film La Grande Vadrouille. Voilà. Donc, ça veut dire que c'est des films qui touchent. C'est des films qui touchent, parce que La Grande Vadrouille, ça a été un succès national et un succès mondial. Et là, quand on vous dit ça, je peux vous dire que ça vous encourage à faire d'autres films. Et c'est pour ça qu'avec Béatrice, on a fait les autres films. On a fait donc Severn, la voix de nos enfants. On a fait Tous Cobayes. Et on a fait aussi le dernier, Libre. Là, Tous Cobayes et Libre, je dois vous dire, ont été tournés une grande partie à Fukushima. Parce que ça aussi, pour nous, l'horreur totale, c'est bien le nucléaire. C'est quelque chose d'abominable, le nucléaire. Voilà, quand on dit, mais il n'y a pas eu de victimes à Tchernobyl, mais il n'y a pas eu de victimes au Japon, à Fukushima. Comment il n'y a pas eu de victimes à Fukushima? D'abord, il y a eu énormément de victimes. Bon, il y a eu le tsunami, mais ce n'est pas dû au nucléaire. Mais dans la centrale, ils ont fait venir des prisonniers, ils ont fait venir des gens pour travailler à la centrale de Fukushima pour essayer qu'il n'y ait pas une trop grande catastrophe. Il y a eu une catastrophe colossale. Eh bien, combien de morts y a-t-il? Et alors, ils ont fait la première chose qu'ils font dans un pays, en l'occurrence, c'est ce qu'ils ont fait à Fukushima. Première chose, ils tuent tout ce qui est vivant et qui peut se déplacer, c'est-à-dire tous les animaux, qu'ils soient sauvages ou ceux qui sont vagabonds, on les tue. C'est la première chose à faire, les tuer parce qu'ils véhiculent la radioactivité auprès de tout ce qui est vivant. Voilà, c'est une horreur. Donc, on va parler aujourd'hui, en ce moment, avec ce qui se passe en Russie. Il y a Monsieur Putin, moi je ne dis pas Monsieur Poutine, je dis Monsieur Putin, ça veut bien dire quelque chose. Lui a compris, c'est quelqu'un très intelligent, qui va sortir la bombe nucléaire. C'est ça. Voilà où on en est. Donc il faut le dénoncer, c'est pas acceptable. Et donc c'est pour ça qu'avec Béatrice, on y est allé la première fois au bout de 2 mois à Fukushima. Je peux vous dire qu'il faut avoir un peu de courage, même beaucoup, mais on a des devoirs à faire, c'est notre rôle, de par nos caméras, le cinéma, d'informer la population, tout le monde. Voilà. Et c'est la même chose, il y a une autre chose aussi terrible qui a été, qu'on nous a dit à Fukushima, c'est qu'à la suite de la projection donc, de Tous Cobayes, ce film a eu du succès au Japon. Et il y a des écoles qui ont décidé de faire passer la nourriture, par eux aussi, pareil, des enfants en bio dans les écoles, dans la province de Fukushima. Et dans ce film Libre, on avait filmé des enfants qui étaient de l'école primaire. Et c'est une des mamans de ces enfants qui m'a dit, et qui nous a dit, mais vous savez, on a quelque chose de très difficile. On a réussi dans la province de Fukushima à créer beaucoup de cantines en bio. Et a dit maintenant c'est fini. Avec la radioactivité, tout ce qui est le riz, tout ce qui sont les nourritures de Fukushima, qui est une zone très, 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 très radioactive, mais surtout qui, avant que ça soit radioactif, était très fertile, était riche. C'était une campagne riche, des paysans riches. Et les résultats aussi, on a filmé dans une famille qui était un agriculteur bio. Et quand il a vu ce qui se passait, cette catastrophe, qu'est-ce qu'il s'est fait? Parce qu'il n'envisageait plus de vivre, il ne pouvait plus faire son métier. Il s'est fait harakiri. Il s'est ouvert en 2 avec son sabre. Voilà ce que c'est que le nucléaire. Voilà ce que c'est cette folie.
Béatrice, est-ce que justement vous, de votre point de vue de productrice, comment est-ce que vous avez pu ressentir un petit peu le changement porté, les choses qui ont pu être portées un petit peu par les films que vous avez produits avec Jean-Paul? Alors, en vérité, ce que je ressens, c'est que ces films, on les a produits comme lorsqu'on tire un fil, comme ça. J'avais l'impression d'avoir trouvé un fil, de l'avoir tiré, et puis d'avoir commencé effectivement avec l'agriculture biologique, avec toutes ces problématiques de pesticides et de problèmes de sol. Justement, on avait rencontré un homme incroyable qui s'appelait Louis Julien, qui nous montrait combien le sol était complètement hors sol. Oui, il n'y avait plus de vie, il n'y avait plus de verre. Et c'était un hasard qui fait qu'on l'a rencontré, bon, peu importe. Et de film en film, on a tiré comme ça ces fils pour arriver au bout d'un discours. Mais ce que je ressens aujourd'hui, c'est que tous ces films-là qui sont aujourd'hui faits sont nécessaires. Il y a des couleurs différentes. Je pense au film de Marie-Monique Robin, au film de Cyril Dion et tant d'autres réalisateurs et producteurs, et des fictions aujourd'hui qui commencent à être faites, à être produites. Et c'est nécessaire parce qu'on n'est pas tous, on n'a pas tous la même sensibilité. Donc on a besoin de recevoir ces discours différents. Et ce qui m'amuse parfois, c'est effectivement de recroiser, comme on les a croisés là encore ce soir, des acteurs du terrain qui continuent à travailler. Nous, on est des passeurs d'émotions, des passeurs d'images, des passeurs de savoir, et pour nous donner de l'énergie pour avancer. On ressent les choses fortement, et moi, ce que je ressens aujourd'hui, clairement, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai l'impression un petit peu de me répéter, mais qu'il est important de se mettre de façon urgente au travail. On le disait avant, mais c'est encore plus fort aujourd'hui. Je l'entendais aussi de votre bouche. Voilà, je ne peux pas... avant, j'avais des enfants. Maintenant, j'ai un petit-fils. Et je me dis, mais bon sang de bonsoir, ça ne bouge pas. J'entends la même chose. J'entends les mêmes problèmes. Ou en tous les cas, là, quand j'entends effectivement ce problème d'analyse et de sous-produits, je me dis, mais ça, c'est comme un blob. Ça prend une forme nouvelle, mais les choses ne changent pas. Ça n'avance pas. Et puis tout d'un coup, on nous parle effectivement de gaz de schiste, on nous parle de mettre dans le sol des produits qui vont empoisonner les nappes. Je dis, mais dans quel monde absolument infernal on est? Et effectivement, ce sont nous, les citoyens, on a le pouvoir de voter, et il faut le faire, vraiment. Et on a surtout le pouvoir de ne pas acheter et donner de l'argent à ceux qui empoisonnent cette planète et qui empoisonnent nos enfants. Maintenant, avec mes films, j'ai gagné une chose au Japon, c'est que je suis interdit d'aller au Japon. Voilà. Ah, vraiment? Non, parce que ça dérange un petit peu les Japonais. Donc je suis interdit d'aller, enfin nous sommes interdits d'aller au Japon. Voilà, ces films étaient distribués, les 2 premiers films ont été distribués, et à partir du moment où on a attaqué aussi frontalement le nucléaire, ça a été terminé. On a interdiction d'aller, on ne peut plus rentrer au Japon. On peut encore rentrer en France, donc ça va. Ça ne m'inquiète pas trop. Pour l'instant, on peut encore rentrer en France. On ne peut plus produire. Quelque part, un signe en fait qu'effectivement, ce travail-là, il porte ses fruits, puisque à partir du moment où il y a un effet justement sur la population, il y a une censure qui s'opère. Mais je suis effarée de voir quand même comment on reparle de Cyril Dion et de cet incroyable succès qu'a eu Demain. Il a fait 2 autres films qui ont eu des alors Animal a eu une bonne diffusion cinématographique, mais il a fait Après Demain, il me semble que c'était le titre, qui a été diffusé à 11h du soir
sur France Télévisions. Là, Marie-Monique Robin vient de sortir un film, La Fabrique des pandémies, absolument, qui est diffusé sur des chaînes, mais voilà, que vous n'irez pas voir. Voilà, ou Choya TV, voilà, c'est difficile, c'est devenu très compliqué de produire. Aujourd'hui, nous, on ne produit plus. Voilà. Alors, la pandémie nous a effectivement bien arrêtés, mais on ne peut plus. Voilà, on n'est plus écouté, on n'est plus regardé, on s'est autoproduit pendant pas mal d'années, et là, ça n'est plus possible. Voilà. Bien sûr. Oui, parce que là, on a un film, on a tourné un 5e film qui est très, très, très intéressant. Eh bien, au cinéma, tous nos films ont été projetés au cinéma parce que c'est mon métier. Hein. J'ai fait une école de cinéma et je suis un des pionniers de Canal, entre autres. Et bien, les distributeurs, non, nos films ne leur conviennent pas. Mais on sait pourquoi. Parce que nos films dérangent. Nos films dérangent beaucoup, énormément. Pourquoi? Parce qu'ils disent la vérité. C'est-à-dire qu'on a décidé il y a quelques années avec Jean-Paul de s'auto-distribuer plutôt que de faire appel aux distributeurs. On se distribue, on se produit et on connaît très bien le circuit. Effectivement, à Paris, on a été diffusé au 7 Parnassien. Mais voilà, il y a un moment déjà maintenant. Et à chaque fois, on arrive à trouver des salles de cinéma en se battant très fort. Mais aujourd'hui, trouver des moyens financiers pour pouvoir produire, bon, non, mais c'est complexe. Juste, je voudrais reparler un petit peu de la campagne avant pour conclure les échanges, et puis après on ouvrira justement le débat. Je vais rapidement faire un dernier tour de parole avec nos invités. Juste rappeler quelques mots sur la campagne Secret Toxique en elle-même. Ce qu'on décrit, c'est un des aspects des problèmes qui sont liés aux pesticides. Il y en a beaucoup d'autres. Et c'est un débat, on se rend compte, qui est quand même très vite assez compliqué parce qu'il est très embrouillé par des stratégies de communication de l'industrie, que dès qu'on veut rentrer dans le dossier, c'est très très complexe. Donc nous, on essaye justement de porter un message clair, qui est que, en gros, on est exposé à des produits dont on doit légalement évaluer la toxicité, et ça n'est pas le cas. Quelque chose qu'on nous redit souvent, c'est qu'on resterait dans la logique des pesticides. Parce qu'on dirait, si les évaluations sont bonnes et elles sont faites, alors dans ce cas on pourrait utiliser ces produits-là. Mais en fait, nous on part de l'idée que si ces produits sont autorisés, ces produits qui empoisonnent la population, s'ils sont autorisés, ils ne peuvent être autorisés que s'il y a des évaluations de toxicité qui sont défaillantes. Et donc à partir du moment où on prendrait ce problème un petit peu sérieusement sur les questions de regarder vraiment ce qu'il y a dedans, alors dans ce cas-là, on serait obligé de sortir énormément de produits du marché et donc commencer à faire peut-être cette grosse bifurcation dont vous parliez, Perrine, un petit peu plus tôt. Donc le message là clairement qu'on a envie de faire passer ce soir et qu'on a envie que vous fassiez passer autour de vous, c'est que en fait il faut que les gens sachent qu'il n'y a pas d'évaluation sérieuse de la toxicité des pesticides avant qu'ils soient autorisés. Je rappelle qu'on est dans une situation quand même qui confine à l'absurde souvent, puisque là au début de l'année, le cancer de la prostate a été reconnu comme une maladie professionnelle chez les agriculteurs. Or, ce que demande le règlement européen au niveau des pesticides, ils disent que le règlement européen demande que un pesticide autorisé, utilisé dans les conditions normales, ne peut pas être cancérigène. Donc d'un côté, on a cette demande-là du règlement européen, et de l'autre, on reconnaît chez les agriculteurs comme maladie professionnelle le cancer de la prostate. Donc on marche vraiment sur la tête, et nous, c'est ce genre d'absurdité qu'on va chercher à démontrer. Je vais refaire un dernier tour de table avec vous, parce que vous êtes toutes et tous soutiens de la campagne. Et je voulais savoir un petit peu ce qui vous poussait dans cette campagne, un petit peu le potentiel que vous y voyez, et comment est-ce que, d'après vous, ça peut réussir à faire un petit peu changer la donne sur ces questions-là. Je pense que symboliquement, c'est une très bonne chose qu'il y ait des médecins qui, en 2020, en fait, avaient été identifiés pour être dans les 3 associations fondatrices de Secret Toxique. Et finalement, pour différentes raisons, ils n'avaient pas embarqué en 2020. Et que là, donc, une association de médecins se positionne pour porter plainte ou s'engager, etc. Je pense que c'est une très bonne chose parce qu'en fait,
aujourd'hui, il n'y a pas un Français qui n'a pas dans son entourage quelqu'un qui a un cancer, quelqu'un qui a une maladie de type Parkinson, Alzheimer, etc. Et donc, en fait, on est tous concernés et c'est le nombre qui, très clairement, va faire qu'il y ait des bascules pour rendre inévitables les sujets. Et moi, ce que je souhaite, c'est que de la même manière qu'il y avait eu 2 millions de Français qui avaient signé la pétition par rapport à l'affaire du siècle au niveau du climat, et ça avait médiatisé quand même ce sujet, on a besoin d'une dynamique où il y ait 1 million, 2 millions de Français qui disent « stop, ça suffit les pesticides ». C'est un travail de longue haleine, donc vraiment merci à toute l'équipe de Secret Toxique. Et puis, il y a aussi l'enjeu qu'il y ait des politiques qui mouillent le maillot. Enfin, moi, je le dis franchement, c'est personnellement que j'ai été mobilisé les 119 parlementaires. Il y a un enjeu à soutenir les politiques pour que les politiques, vraiment, ils disent aussi « stop, ça suffit » et qu'ils engagent quelque part leur responsabilité. Donc moi, je tiens à remercier vraiment là les quelques politiques qui aussi s'impliquent beaucoup. Manuel Bompard de la France Insoumise, Michel Rivasi, Benoît Biteau, Claude Gruffat et Éric Andrieux. Voilà. Pardon ? Et Loïc Prudhomme et Joël Labbé au niveau français. Ah ouais, super Joël Labbé. Voilà, donc un long combat, mais de toute manière, moi, ça me fait vraiment penser à la Seconde Guerre mondiale, en fait. Il y a l'occupation, il n'y a même pas 2-3% des Français qui sont résistants. Puis à un moment donné, il y a une situation qui, de toute manière, elle est intenable. Et il y a des millions de Français qui, au lieu d'aller au service je ne sais plus comment ça s'appelait, STO, du travail obligatoire, ils basculent dans la résistance. Et en fait, là, on voit bien qu'au fur et à mesure, quand tu dis que depuis 7 ans, le climat, il se détraque, à un moment donné, il y a des choix qui s'opèrent. Là, aux États-Unis, je disais qu'il y a de l'ordre de 10 millions de personnes qui ont démissionné de leur travail parce qu'en fait, ils en avaient marre des bullshit jobs qui n'ont aucun sens. Donc, à un moment donné, c'est comment nous, on va pouvoir accueillir tous ceux qui sont dans le désarroi et puis taper du poing sur la table. Il ne faut pas oublier qu'en 1945, tous ceux qui avaient collaboré avec les nazis, en fait, il y a eu des nationalisations d'ampleur. Que ce soit les grandes banques, l'industrie, etc. Moi, j'espère de tout cœur qu'on aura dans les années qui viennent des procès avec une justice où là, il faut dire la vérité. Normalement, la justice aurait dû se réveiller depuis au moins 1 an et demi. On a porté plainte contre X. Ils font quoi ? Enfin, moi, j'aurais envie d'attendre le juge devant sa porte. Sauf que le juge, quand on les connaît personnellement, ils ont des piles comme ça sur le... Tout est fait pour que la justice n'ait pas les moyens de faire son boulot. Donc, il y a tellement de choses à changer. J'espère que la colère va s'orienter du bon côté de l'espoir. Voilà. Alors moi, j'ai choisi d'embarquer dans cette campagne qui va contre les pesticides. En général, je me dis toujours positive, donc j'essaye de faire des choses qui vont pour les bonnes pratiques agricoles, pour l'agroécologie, pour la permaculture, etc. Mais dans la société, dans la vie, c'est un petit peu comme dans la nature, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une solution miracle pour aboutir à un résultat. Et c'est un faisceau, en fait, de bonnes pratiques, un faisceau d'actions qui vont faire qu'on va y arriver. Et là, le fait de dire dans cette campagne, donc de mener des actions, qu'elles soient devant la justice, qu'elles soient vis-à-vis des paysans, etc., et de dire à la fois aux agriculteurs, attention, ce que vous utilisez est vraiment nocif pour vous, pour votre famille, pour votre santé, pour vos enfants, vos petits-enfants. C'est nocif pour vos clients, c'est nocif pour la société, c'est nocif pour les sols, pour l'eau. Donc pour les générations à venir, vous êtes vraiment en train de les mettre en danger. Mais en plus de ça, on prouve combien il y a une espèce de complicité finalement des autorités, des entreprises, etc. Donc si on agit sur tous ces biais-là, collectivement, de façon groupée, on va pouvoir petit à petit, je pense, faire évoluer la donne. Chaque victoire, chaque procès remporté est une victoire en soi. Donc si on arrive petit à petit à grignoter et concomitamment faire changer les pratiques des agriculteurs et faire changer les habitudes des consommateurs, et bien c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir peser et inverser cette fameuse donne que tu mentionnais à l'instant. Moi, je me dis, Jean-Paul me laisse parler, moi je me dis, un peu d'altitude, et regardons cette planète, et regardons toutes les personnes concernées par ces toxiques, dans tous les pays. Là, on parle effectivement, on se concentre un petit peu sur notre territoire, mais je pense à l'Afrique. Et je pense à combien de personnes qui souffrent véritablement de ces problématiques-là. Et j'ai vu des personnes, on a vu des personnes en Afrique aussi, qui avaient des pratiques comme vous le faites au Bec et Loin extraordinaires. Donc, donnons la chance
à ces belles pratiques. Donnons la chance à la vie, donnons la chance aux vivants et vraiment soutenons votre travail, soutenons votre campagne parce que, et essayons d'en parler à ceux qui ne savent pas, à ceux qui poussent le caddie passivement en étant sûrs. Tout à l'heure, avec Jean-Paul, on a pris la voiture pour venir ici, parce qu'on n'habite pas à Paris. Et puis, on a vu une dame avec un sac plein de pommes golden, jaunes. Voilà. Je dis, c'est pas trop la saison des pommes golden, jaunes. Elle en avait plein. Je dis, elle a dû avoir un lot. Voilà. C'est toutes ces personnes qui ne savent pas et qui effectivement achètent dans l'ignorance. On a un pouvoir pour les sensibiliser, mais allons-y. Je voudrais vous faire... Attendez, et puis après, je voudrais faire une confidence. Et après, j'arrête de parler. Pourquoi je fais ces films? Bon, j'ai donné une raison, parce que je ne supporte pas, je l'ai dit, ce que font nos élus. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'en 2004, j'ai eu un cancer. J'ai failli laisser ma peau. J'ai eu un cancer et je peux vous dire que, je ne sais pas si vous avez suivi ce charmant parcours, j'ai décidé de me battre. Et donc de savoir pourquoi, j'ai dit au chirurgien, pourquoi j'ai eu ce cancer, mais pourquoi? Elle me dit, mais c'est congénital, c'est baratin, que dalle. Et puis j'ai cherché, j'ai travaillé, notamment j'ai rencontré François Veyrette, à cette époque-là, j'ai lu ses bouquins qui étaient fabuleux, et je me suis aperçu que je me suis empoisonné en mangeant. Tout à l'heure, je vous ai dit que j'étais un des pionniers de Canal+, donc j'ai fait beaucoup de repas dans des restaurants, dans toute la France, un peu partout, dans d'autres pays. Et alors, j'avais une phobie, c'est que j'adorais manger les oignons crus pendant le repas. Pourquoi? Parce qu'avant, j'avais fait des films, on avait fait avec Béatrice des films plus gentils sur la nature, sur la beauté de la nature, sur la beauté de cette nature en France. Et j'avais fait une série qui s'appelle Les 4 saisons en France. La première série, c'est Les 4 saisons du berger. J'ai décidé, puisque le berger est près de la nature, j'ai décidé donc de suivre pendant 1 an 3 bergers dans les Hautes-Pyrénées. Et il faut savoir une chose, c'est que le berger, quand il part dans son sac, il met quelque chose de fondamental, c'est l'oignon. Des gros oignons crus qu'il fait pousser dans son jardin. Et à chaque pique-nique, là-haut, il sort son couteau et il mange. Souvent, ils font des déjeuners seulement avec du pain et un oignon cru. Donc, ils m'ont passé ce virus. Et pendant les repas qu'on faisait, les veilles j'ai fait beaucoup de sport. Hein. J'ai filmé, entre autres, les directs sur Canal avec quelqu'un comme Denisot. Et je mangeais de l'oignon cru. Et tout le monde, j'étais la risée de tout le monde. Avec tes oignons, ça pue, tu nous énerves, ça suffit. Et puis, à la fin, je me suis aperçu qu'eux aussi, au bout d'1 an ou 1 an et demi, ils mangeaient des oignons crus. Et le problème, je vais vous dire une chose, c'est que l'oignon est un des légumes qui prend le plus les saloperies des pesticides. Voilà, il accueille la pollution. Et là, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai frisé la mort. Voilà. Alors, on va passer la parole à la salle. Est-ce que vous pouvez venir pour parler dans le micro, pour que tout le monde entende et pour qu'on puisse... je vais aussi un petit peu bouger pour vous amener le... Oui, c'est mieux parce que comme on est en train d'enregistrer, tu peux y aller. C'est celui-là qui est plus long. Bonsoir et merci pour ce film très instructif. Moi, j'ai quelques dizaines de milliers de questions à poser. La première, elle est un peu personnelle. Il y a à peu près 18 mois, peut-être un peu plus, je suis allé faire pipi à la base dans le cadre de la campagne glyphosate. Et je voudrais savoir où ça en est. C'est la première question. La deuxième question, j'ai besoin qu'on me répète
ce qui a été exposé dans le documentaire, mais que je n'ai pas bien compris, c'est quelle est la répartition des tâches entre l'EFSA d'une part et les agences nationales d'autre part. Troisième question, j'ai compris que quand le fabricant déclare, je dis n'importe quoi, qu'il y a 10 composants dans son produit, M. Serralini, il en découvre 150. Je voudrais comprendre pourquoi le fabricant ne déclare pas les 150. Est-ce que c'est par ignorance ou est-ce que c'est par dissimulation, ou si c'est un mélange des deux? Pourquoi on trouve des saloperies dans ces produits? Pourquoi les fabricants les mettent dedans? Parce que je ne sais pas si c'est véritablement utile. Alors, attends, j'ai pas fini. Je comprends bien la nécessité de secouer le cocotier et faire bannir tous ces pesticides, mais je suis sous l'influence d'une émission qui est passée sur France Inter vendredi dernier, et c'est un reportage qui a été fait dans l'Andhra Pradesh, dans l'Inde méridionale, où, sous l'impulsion d'un retraité, il y a à peu près maintenant 900 000 paysans qui se sont tous convertis à ce qui là-bas s'appelle natural farming, autrement dit l'agriculture biologique, alors que les pesticides n'ont pas été interdits. On entend dans le reportage un vendeur de pesticides qui dit maintenant il y a à peu près un quart des paysans du coin qui est en agriculture biologique. Quand on arrivera à la moitié, moi je ferme la boutique, d'une part. Et d'autre part, moi, je m'alimente en bio. Alors, dit le vendeur de pesticides. Parce qu'il est parfaitement conscient que il a besoin de manger, mais il préfère manger des choses qui n'ont pas été faites avec les produits qu'il vend. Voilà, j'ai fini. Alors, sur la question en Inde, j'avoue que je ne suis pas du tout renseigné. Je ne sais pas, Perrine, tu... C'est une dynamique complexe et assez exceptionnelle qui s'est mise en place là-bas autour de la problématique de l'eau, de la pollution des cours d'eau, pollution des sols, des graves problématiques de santé parce que comme les dosages n'étaient pas respectés, il y avait des problématiques sur la peau, la vision. Et donc du coup, toute la population, d'un coup, s'est mise en route. Donc les paysans plus la population, plus les autorités locales qui ont mis en place une politique sur l'eau, donc de captation d'eau, d'économie d'eau, etc., etc. Et donc c'est une espèce d'écosystème, encore une fois, de bonnes pratiques qui sont mises en place, et ça a fait mouche parce que très vite les paysans se sont aperçus qu'avec des pratiques agroécologiques, finalement, ils produisaient mieux et plus. Et ils gagnaient du coup leur argent puisqu'ils ne dépendaient plus des semences Roundup Ready de Monsanto qui les assassinaient et qui ne leur permettaient pas de reproduire d'une année sur l'autre leurs semences. Donc en fait, c'est un faisceau de réactions des autorités publiques, des citoyens et des paysans qui a fait que ça a été un succès absolument incroyable. Et très vite, les paysans, tu disais tout à l'heure, le problème des pesticides, c'est qu'on ne voit pas les effets sur nocifs sur la santé, on ne voit pas les conséquences. Là, très vite, tout de suite, les paysans ont vu les conséquences sur tout. Le paysage, la santé, les mains qui n'étaient plus brûlées, l'eau qui devenait à nouveau potable, etc., etc. Mais c'est vrai que c'est absolument extraordinaire comme expérience. Je vais répondre aux deuxième et troisième questions concernant donc la distribution des responsabilités entre l'EFSA et donc le niveau national.
Donc, ce qui se passe, donc, si jamais il y a une demande d'autorisation de pesticides, en fait, la demande d'autorisation se fait pour le pays de l'Union européenne qui est concerné. C'est-à-dire que vous voulez commercialiser un pesticide en France, vous faites la demande en France, à l'ANSES. Ce pesticide, vous allez déclarer dedans une substance active. Cette substance active, elle doit être inscrite sur la liste des substances actives autorisées qui est décidée par la Commission européenne. Donc c'est la Commission européenne qui donne la responsabilité à l'Agence européenne de sécurité alimentaire d'étudier la toxicité de la substance active déclarée. Et donc, il y a des études qui sont faites donc, schématiquement sur le glyphosate. D'ailleurs, c'est particulièrement... Il y a un détail dans le film, c'est qu'à un moment donné, on schématise les rapports d'évaluation, c'est écrit rapport d'évaluation, et puis il y a tout un tas d'animaux qui sont plus ou moins morts en fait, et pour avoir exploré ces rapports d'évaluation, je vous assure que c'est des lectures qui sont vraiment glauques. Elles sont à la fois glauques et elles sont très ennuyeuses, donc c'est vraiment la pire chose. Mais du coup c'est comme ça qu'ils s'y prennent, donc ils donnent du glyphosate à des rats pendant 2 mois et puis ils regardent au bout de 2 mois combien sont morts. Et donc pour autoriser une substance active, alors justement l'Union européenne, au niveau européen, ils disent nous de toute façon on ne doit étudier que la substance active. Sauf que c'est pas ce que le règlement il dit. Le règlement il dit une substance active peut être autorisée si le produit qui la contient n'a pas d'effet cancérigène. Et l'EFSA, donc l'agence européenne, a la responsabilité d'étudier une version du produit. Donc ils doivent se prononcer sur la toxicité de la substance toute seule, sur la toxicité d'une des versions du produit qui la contient, et après ils peuvent inscrire la substance active déclarée qui sera ensuite utilisée dans le pesticide. Et donc ensuite ça redescend au niveau national. Et au niveau national, donc l'agence de sécurité alimentaire au niveau national a la responsabilité de connaître la toxicité de l'ensemble des formulations possibles du produit, de ce qui reste. Nous déjà on a un problème avec le concept de substance active, parce que à partir du moment où vous avez un produit qui est 10 fois, 100 fois, 1000 fois plus toxique que la seule substance active, ça devient un petit peu discutable ce concept de substance active, parce que c'est la substance active qui est censée porter la toxicité. Donc si le produit est 10 fois, 100 fois, 1000 fois plus toxique, alors c'est bien qu'il y a d'autres substances à l'intérieur qui portent la toxicité dans le produit, donc ça pose un problème. Et donc ce système à double étage, en fait, il a beaucoup d'inconvénients. L'un d'entre eux, et pas des moindres, étant que c'est assez commode pour les agences de sécurité alimentaire nationales ou européennes de se renvoyer la balle. C'est-à-dire que du coup, l'agence européenne vient dire, écoutez, le produit, c'est pas nous, il faut voir avec votre agence nationale. Et l'agence nationale, elle reprend les données que donne l'EFSA et elle extrapole ça sur les produits sans faire plus de contrôle, quoi. Donc nous, c'est comme ça qu'on se bat. Et notre axe stratégique pour réussir à contrer en fait ce problème-là, c'est justement de s'attaquer aux 2 niveaux en même temps pour empêcher justement qu'ils disent ah non, allez voir là, puis allez voir chez les autres. Il y avait une autre question qui était sur les résultats de campagne glyphosate. Peut-être Marion. Alors je vous présente Marion qui est notre chargée de mobilisation et qui a beaucoup travaillé avec campagne glyphosate justement, qui aura la réponse à cette question. Et il y avait aussi une autre question, Andy, sur pourquoi on se retrouve avec 150 molécules dans un produit alors que normalement on n'est déclaré qu'une dizaine. On se demande bien, et du coup il y a une plainte en ce moment d'une vingtaine d'associations déjà, il y en a une quinzaine d'autres qui vont s'y ajouter, pour fraude. Parce qu'on ne sait pas d'où vient la fraude, mais visiblement il y a une fraude, puisqu'il y a des molécules qui ne devraient pas être dans le mélange, qui n'ont pas été déclarées, qui s'y retrouvent et qui en plus sont interdites pour certaines, et toxiques comme l'arsenic, du plomb. Et là-dessus, justement, on en parle un petit peu dans le film, c'est-à-dire que c'est marrant parce que quand je suis arrivé dans la campagne, là, en mars 2021, j'ai posé la même question à Gilles-Éric Serralini. Je lui ai dit, mais c'est quoi le délire en fait ? Pourquoi est-ce qu'il c'est des produits au vinaigre ? Pourquoi est-ce qu'ils viennent nous rajouter ces saletés ? Donc lui, il me disait, mais en fait, ces produits sont faits à partir de résidus de pétrole. Et donc, partant de là, en fait, ils ne peuvent que faire se retrouver ces quantités-là. Il dit dans le film, c'est comme si on avait laissé les fonds de cuve avec.
Parce que l'acide acétique, c'est pas du vinaigre naturel, voilà, c'est du vinaigre qui est synthétisé industriellement. Et en fait, c'est présent à des quantités qui sont suffisamment faibles pour être considérées comme, entre guillemets, impuretés. Mais impuretés, comme on dit, on sait pas pourquoi c'est des impuretés, c'est juste que c'est en dessous d'un certain seuil. Pourquoi est-ce que c'est ce seuil-là? Allez savoir. Donc voilà pourquoi en fait et il y a justement cette logique, un petit peu cette culture à l'intérieur des agences de sécurité alimentaire de dire en dessous d'un certain seuil c'est pas grave. Ils n'ont jamais la preuve de ça, mais ça les intéresse pas dans le fond. Pour eux ça va, c'est comme ça que ça se passe, c'est comme ça qu'on fait de la science. Nous on n'est pas d'accord et on vient le dire. Et pour la campagne glyphosate. Et juste pour finir là-dessus, c'est aussi 1 an et demi d'enquête à Secret Toxique pour essayer de comprendre. Et petit à petit, on avance à comprendre, ok, on comprend qu'aujourd'hui, il y a plein de molécules qui ne sont pas déclarées, qui rajoutent de la toxicité aux produits. Et enfin, voilà, c'est un travail de longue haleine et aujourd'hui, on n'a pas toutes les réponses. Et du coup, la fraude en question qui est ciblée dans la plainte, donc c'est une plainte contre X, mais on demande à vérifier la responsabilité des agences de réglementation, des fabricants et des institutions européennes, gouvernementales, pour voir qui est à l'origine de cette fraude et est-ce qu'il y a des complicités à d'autres échelles qu'à ceux des fabricants. Bon, voilà pour finir là-dessus. Et sinon, pour la campagne glyphosate, effectivement, aujourd'hui je fais partie de Secret Toxique, je me suis beaucoup investi dans cette campagne de glyphosate par le passé. Et aujourd'hui, il y a une enquête préliminaire qui a été ouverte. Donc il y a eu des gens qui ont été interrogés, auditionnés par la gendarmerie. Mais le procès n'est pas encore ouvert, mais c'est le temps de la justice, ça peut être très long. Donc on vous demande d'être patient à tous ceux qui ont fait leurs analyses urinaires. Ça peut prendre beaucoup de temps. C'est en cours et peut-être que l'enquête préliminaire va finir par dire il n'y a pas motif, objet pour aller vers le procès. Ça, c'est une des possibilités envisageables. Et je voulais juste rajouter par rapport à cette campagne glyphosate que ce qu'on a vraiment remarqué, c'est que la pollution assez toxique des pesticides, elle ne vient pas que pour nous, au niveau de notre santé, de l'alimentation, mais elle vient aussi de l'air, de l'eau. Elle est vraiment partout. Donc j'entendais tout à l'heure chez les intervenants vraiment cibler cette question de manger mieux et de notre responsabilité nous, à bien se nourrir. Effectivement, c'est un premier pas, mais on s'est quand même rendu compte avec ces tests de grande ampleur que même les gens qui consommaient exclusivement bio avaient des taux à peu près similaires de glyphosate dans leurs urines. Donc c'est bien que la pollution, la contamination, elle ne vient pas uniquement de notre alimentation. Alors il y avait une autre question ici, il y avait monsieur aussi, peut-être on peut prendre les questions à la suite et puis répondre en groupe, allez-y. Oui, 3 points si je peux me permettre. Le EFSA, c'est bien joli, en admettant qu'on aboutisse à tout ce que vous dites, mais donc c'est pour l'usage du glyphosate et autres sur le territoire de l'Union européenne. Mais qu'en est-il du blé, quand on apportait du blé d'Ukraine, comment ça se passait je dis l'Ukraine, mais parce qu'on n'en a plus, mais je peux poser la question pour les végétaux qui viennent d'Australie ou d'Amérique. Quid, premier point. Deuxième point, quid au sens est-ce que l'EFSA a son mot à dire, etc. Est-ce que ça rentre dans le processus que vous décrivez? Point 2, on a beaucoup parlé à un moment donné des substituts, vous en parlez un peu en creux, des substituts du glyphosate, qui seraient, je suppose qu'il y avait partie des études un peu bidons. La SNCF s'est vantée par exemple d'avoir trouvé un substitut qui était génial parce que du coup ce problème était réglé. Bon. Qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus? Et dernier point, comment dire, l'approche, la stratégie que vous avez de dire il faut obtenir que tous les composants soient étudiés, etc. Moi, j'ai envie de dire peut-être un peu naïvement, par nature, par construction, tout pesticide, a priori, à partir du moment où il est fait pour tuer des êtres vivants, il est forcément toxique pour la chaîne alimentaire, et y compris pour l'humain. Donc, à partir de là, pourquoi s'emmerder à dire il faut tester les 150 produits? On sait de toute façon, on est persuadé à la base que de toute façon c'est toxique et il n'y en a aucun qui est acceptable. Voilà, c'est tout. Peut-être sur juste...
Très rapidement sur ce dernier point, en fait, c'est une question de stratégie, en fait. Admettons que demain, ou dans 3 semaines, il y a un gouvernement qui émerge, qui soit favorable à la sortie des pesticides, et qui décide de mettre ça en place. Immédiatement, dans la semaine, dans les heures, je ne sais pas trop à la vitesse de Twitter à laquelle ça va se passer, mais en tout cas très rapidement, vous allez avoir une levée de bouclier énorme. Vous allez avoir la FNSEA qui vient dire vous tuez l'agriculture, vous allez avoir les industriels qui vont faire une pression monumentale. Vous allez les industriels qui vont faire une pression monumentale et il va falloir gérer ça politiquement. Et nous, le choix de cette stratégie, il consiste à dire on a un argument qui est fondamentalement très 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 difficilement attaquable. Parce que nous, on vient dire ok, bon, nous on s'affiche, on veut clairement un modèle agricole tel que celui qui est porté par des gens comme Perrine Hervé-Gruyer et d'autres, mais du coup le point de départ de ça, c'est de dire bon bah d'accord, pour l'instant ils utilisent des pesticides, voyons dans quelles conditions ils les utilisent et est-ce que c'est légal. Alors déjà, ça n'est pas légal, et en plus, du coup, on ne connaît pas la toxicité de ces produits. Et donc, aller à l'encontre pour la FNSEA de cette demande-là, qui est de connaître la toxicité réelle des produits, revient pour eux à venir dire non, écoutez, nos adhérents, ils sont exposés à des produits, on ne sait pas vraiment la toxicité réelle de ces trucs-là, mais on s'en fout parce que le plus important, c'est d'utiliser des pesticides. Ça les met dans une situation impossible. C'est un petit peu ça l'idée qu'il y a derrière aussi cet argument, c'est qu'effectivement, il paraît comme ça un petit peu être à minima, mais en attendant, l'idée, c'est d'avoir un roc sur lequel les vagues de contre-attaque viennent se briser. Qui ensuite donne de la place. Donc cette vague de contre-attaque s'essouffle, et ensuite ça donne de la place, ça donne de l'espace pour qu'on se rende compte collectivement qu'il y a une absurdité profonde dans la manière dont ce système fonctionne, et donc que les alternatives puissent paraître plus rationnelles, plus rassurantes pour la population, et puissent se développer dans un contexte qui leur soit plus favorable. Après, ça me fait penser au film Tous cobayes. D'ailleurs, est-ce qu'il y a des gens qui ont vu le film Tous cobayes ou pas? Ou lu le livre de Seralini? Ok. À un moment donné, je crois qu'il y a une image où on voit dans un port français l'arrivée de maïs. Maïs donc OGM. Et à ma connaissance, là, depuis les années 90, tout est fait du soja. Tout est fait pour que les barrières douanières soient estompées, que la circulation des marchandises puisse faire 4 fois le tour de la planète, etc. Et là, c'était le TAFTA qu'on a signé avec CETA, c'était Canada, et TAFTA, c'était États-Unis. Et donc, il y avait aussi tout cet enjeu des bœufs aux hormones qu'on pouvait retrouver, nous, à la consommation en France. Donc, à ma connaissance, c'est vraiment une vraie passoire. Oui, on ne va pas cultiver en France du maïs transgénique, mais par contre, on va pouvoir en importer ou du soja. En tout cas, c'est des infos que j'ai. Et pour apporter encore un autre argument, lorsqu'effectivement on est allé filmer ces bateaux, on a vu les dockers. Alors, comment ça se passe, ces sojas qui viennent d'Amérique du Sud? Dans un premier temps, ils sont traités quand ils poussent déjà, dans un premier temps. Puis ensuite, on les amène, on les met dans les cales de bateaux, et là, ils sont à nouveau aspergés de produits de fongicides pour que pendant la traversée, ça ne pourrisse pas. Et nos amis les dockers, lorsqu'ils rentrent littéralement, parfois sans masque, pour vider avec des tractopelles le soja, pour les faire rentrer dans les camions, ils sont aspergés de tous ces produits et de toutes ces vapeurs. Le nombre de dockers malades, c'est absolument incroyable. Maladie professionnelle, ils n'arrivent pas à avoir gain de cause. Donc là, on est encore sur toute une chaîne qui est complètement méprisée, je dirais, pardon. Et derrière, qui achète
Effectivement, c'est la FNSEA. En France, en tous les cas, c'est ce syndicat-là et ces grosses chambres d'agriculture, n'est-ce pas, et qui disent aux agriculteurs, vous n'avez pas le choix, mais là, peut-être que vous pouvez prendre la parole et continuer là-dessus. Voilà, c'est toute une chaîne comme ça, opaque, et il y a des victimes, voilà, qui tout au long de la chaîne qui sont touchées. À propos des dockers, c'est pas possible de pas leur rendre hommage. D'abord, c'est grâce à eux si on a pu tourner au fond des bateaux, au fond des cales. C'est grâce à eux parce que la direction, nous on avait demandé l'autorisation bien sûr à la direction du port, c'était refusé et c'est grâce à eux ils nous ont laissé passer. Et il y a un docker donc c'était à Saint-Nazaire, mais il y a un docteur de Nantes aussi, qui, eux, utilisent les mêmes choses, les mêmes saloperies, enfin, ils débarquent les mêmes saloperies, et il était très malade, il est venu, il a accepté qu'on le filme chez lui, c'était très difficile, il parlait de son petit garçon, et après, je crois quasiment c'est 2 mois après le tournage, il est décédé. Voilà, c'est des choses terribles de voir ça. Et ces gars-là, ces dockers, je veux leur rendre hommage vraiment. C'est des gars extraordinaires. C'est pas drôle, excusez-nous, mais c'est la vérité. Je rêverais d'être positif. Alors, il y a une toute dernière question, du coup. Parce que le truc c'est que l'heure commence à tourner, on va pas pouvoir prendre toutes les questions. Mais il y avait monsieur qui avait demandé la parole. Et puis après on pourra s'attarder un peu et discuter ensemble aussi en dehors de ce cadre-là. Merci. Merci beaucoup pour ce beau film instructif et mobilisateur. Je voudrais revenir sur votre premier témoignage fort émouvant. Vous avez évoqué le producteur, je crois, de pesticides. Et vous avez prononcé le mot de fric. Le fric, l'argent. Je pense que là, je n'ai pas de questions à proprement parler dessus, mais je pense que c'est judicieux de prolonger et pour cerner davantage la problématique et la nature du problème et des ennemis. Je pense que c'est utile de parler de capital et de capitalisme, parce que tout ce qu'on entend là, ça a une certaine logique. Et c'est la logique de l'accumulation qui est aussi la logique de ce que plus on détruit, plus il y a des choses à reconstruire, à réparer. Ça fait fonctionner la machine économique, ça crée de la croissance. Donc la destruction du vivant, ça correspond à la logique du capital, ce n'est pas une décision de certains individus, mais c'est une logique qui s'impose malgré eux, à la limite, et chacun des acteurs est plus ou moins impuissant, plus ou moins perdu, et les paysans ou les agriculteurs en agriculture traditionnelle que vous évoquez en témoignent. Ils ne saccagent pas volontiers leur terre, ils n'assassinent pas volontiers leurs propres enfants, mais ils sont en quelque sorte opprimés par un système capitaliste qui les pousse à agir ainsi. Et je pense que l'empoisonnement de la population dont vous témoignez, que vous démontrez, c'est en quelque sorte un cas particulier de ce que le sociologue et philosophe Anselm Jappe appelle la société autophage, dans son livre paru en 2017. Mais c'est simple, si on ne leur achète pas, ils arrêteront d'en fabriquer. Vous pensez que Macron est un opprimé ? Voilà, c'est tout. On a un rôle, c'est notre rôle. Arrêtez de leur acheter, ils arrêteront d'en fabriquer. C'est simple. Mais bien sûr. Enfin, on a encore le droit de ne pas être obligé de leur acheter. Donc profitons-en. On a le droit de ne pas leur acheter. Voilà, c'est ce qu'il faut faire. Bien sûr. On va devoir
On va devoir s'arrêter là. Je veux juste dire quelques mots sur les actions en cours par rapport à la campagne. Donc il y a ce film qui est disponible donc sur Internet. On organise des projections débats un peu partout en France. Vous pouvez en organiser. On ne demande aucun droit à la diffusion. Vous pouvez le partager sur YouTube. Il faut que l'information circule. Donc ça, c'est essentiel pour nous. Donc n'hésitez pas à le faire. Vous pouvez vous inscrire sur notre site pour vous tenir au courant des dernières avancées de la campagne. En ce moment, il y a une pétition qui est ouverte au Parlement européen qui nous permet justement d'aller mettre ce sujet à l'agenda du Parlement européen pour gagner des voix, pour obtenir ce recours qui forcerait donc du coup l'EFSA à faire ses études de toxicité à long terme sur les produits et pas seulement sur les substances actives déclarées, et également de conscientiser le monde politique, ce qui est une tâche difficile, lente mais nécessaire. Et donc on prévoit à la fin de l'été de lancer un recours, une demande express donc auprès du ministère de l'Agriculture pour leur demander d'inclure dans les dossiers de demande d'autorisation de mise sur le marché de pesticides des études de toxicité à long terme portant sur les produits, ce qui pour nous sera le premier pas dans la démonstration du fait que ces produits ne peuvent être autorisés que si on ferme les yeux sur leur toxicité réelle. Voilà, je tiens à vous remercier toutes et tous d'avoir participé à cette soirée, d'avoir échangé. Merci à vous d'être venus. Et voilà, donc n'hésitez pas à aller voir le site, à nous écrire, à partager nos contenus. On en a besoin. Et parlez-en autour de vous surtout. Merci beaucoup. Merci.